nous allons terminer cette présentation par la question de l'énergie, parce que c'est évidemment fondamental. On l'a évoqué un petit peu ce matin, mais sans énergie, il n'y a pas de développement possible. Et donc Samuel Fourfary, qui est ingénieur et qui a publié plusieurs ouvrages sur ces questions énergétiques, notamment sur l'électricité. Merci et bon, merci de m'avoir invité pour cette excellente journée. Sans énergie, il n'y a pas de vie, tout court. Il n'y a pas seulement pas de développement. Lorsque nous mangeons, c'est parce que nous avons besoin d'énergie. L'énergie, c'est la vie. Sans énergie, il n'y a pas de vie, tout simplement. Et donc, sans énergie, il n'y aura pas d'Afrique qui se développera. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Il y a 66 ans et 9 jours que les 6 ministres des Affaires étrangères de l'ACK se sont réunis à Messine pour jeter les bases du futur de ce qu'on appelait alors la Communauté européenne et qui est devenue l'Union européenne. Et dans leur résolution, ils ont écrit qu'il n'y aura pas d'avenir pour la communauté sans énergie abondante et bon marché. C'est la phrase que M. Loïc Lefort-Pligeant a rappelée ce matin. Mesdames et messieurs, sans énergie abondante et bon marché, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique. Parce qu'ailleurs, ils vont essayer d'utiliser l'énergie abondante et bon marché. Suivez mon regard vers la Chine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malentendus sur la question énergétique. Et si on ne commence pas par dire l'erreur fondamentale que nous faisons, les Africains vont nous suivre. Et ça ne sera pas pour les aider. Aujourd'hui, l'Union européenne dépend à 80% des énergies fossiles. Après 47 ans d'investissement en éolien et solaire, nous sommes arrivés à 2,5%. Si vous pensez arriver rapidement à 100%, je pense que vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que ce chemin est praticable pour l'Afrique? Ben oui, ça, si on pense que Marie-Antoinette a dit que s'ils n'ont pas de pain, ils peuvent manger des brioches, ont-ils l'argent pour investir comme nous l'avons fait? Nous avons dépensé, depuis 2000, 1000 milliards en Europe, dans l'Union européenne. Union européenne plus États membres. 1000 milliards pour arriver à ces 2,5%. Qui va mettre de l'argent là-dedans en Afrique? On va y arriver. L'énergie, c'est la qualité de vie aussi. Vous pouvez chercher sur Internet et vous allez trouver des graphiques que j'ai publiés où je montre que le niveau de qualité de vie, l'index de développement humain, le HDI, selon les Nations Unies, est fonction de la consommation d'énergie. Et puis j'ai fait aussi un graphique qui est fonction des émissions de CO2. Je regrette de devoir dire que les émissions de CO2 sont un indicateur de la qualité de vie. Allez voir sur Internet, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Et donc, si vous voulez avoir une qualité de vie, aujourd'hui, et encore pendant longtemps, il faudra émettre du CO2. C'est la même chose pour l'espérance de vie. Ce matin, on a parlé d'espérance de vie. L'espérance de vie, grosso modo, ça dépend des pays, bien entendu. Mais en Afrique, par rapport à l'Union européenne, c'est environ 60% de l'espérance de vie. Et là, de nouveau, il y a une corrélation forte entre consommation d'énergie et espérance de vie, entre émissions de CO2 et espérance de vie. En Afrique, il y a un besoin gigantesque d'énergie, de consommation d'énergie. Dans l'Union européenne, un Européen consomme en moyenne 3300 kg de pétrole par an. Sous différentes formes, ça peut être du gaz, du solaire, ou ce que vous voulez, mais c'est l'équivalent de 3300 kg. En Afrique, c'est 700 kg. 5 fois moins. Et en Afrique,
60% de l'énergie, c'est du bois, avec la déforestation qui va avec, bien entendu. On va y revenir. Et en Afrique, les énergies renouvelables ne sont pas plus développées que chez nous. C'est 2%. Mais dans les 2%, c'est surtout l'hydroélectrique, les quelques barrages qui existent. Le solaire et l'éolien sont pratiquement inexistants en Afrique, du moins en quantité. Mais vous le savez, l'énergie qui nous intéresse le plus, même si ce n'est pas celle la plus importante en volume, c'est l'électricité. Ce matin, le Floch-Prigent disait que les jeunes il a utilisé l'expression, passent leur temps à trouver une prise pour charger leur téléphone mobile. Ben oui, il manque de l'électricité en Afrique. En Europe, un Européen consomme 6100 kWh par an. En Afrique, 530, 11 fois moins. Comment voulez-vous que ce continent se développe en consommant si peu d'énergie électrique? Et on a entendu tout au long de la journée l'importance de la démographie galopante. La démographie galopante induit qu'il y a plus de personnes qui auront besoin d'énergie, forcément. Et c'est pour ça que, depuis une bonne trentaine d'années, tous les scénarios des agences qui s'occupent d'énergie montrent une croissance linéaire de la demande d'énergie dans le monde entier. Normal, il y a plus de personnes qui doivent vivre, qui doivent travailler. Et donc, forcément, plus de demandes d'électricité. Ce matin, on a entendu que la démographie croît plus que le PIB. Pour l'énergie, c'est un peu différent. La consommation d'énergie croît légèrement plus que la démographie. Je vous donne deux chiffres. Par exemple, entre 2017 et 2019, il y a eu une augmentation de 27 millions d'Africains et il y a eu une augmentation de 30 millions d'Africains qui ont eu accès à l'électricité. Donc on est en train de récupérer le retard. Mais on est encore très loin, puisqu'il y a encore 570 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça fait 120% de la population européenne. Vous imaginez 120% de la population européenne qui n'a pas accès à l'électricité. Sans parler même de la demande croissante, à cause de la numérisation, bien entendu. C'est un contraste énorme avec l'Asie, où là, en Asie, ils ont parvenu à faire des efforts énormes. Tous les Chinois sont connectés au réseau électrique. Il y a une trentaine d'années d'ici, 25 ans, j'avais reçu une délégation chinoise, et à l'époque, je me souviens très bien du chiffre, c'était l'équivalent de la population européenne qui n'avait pas accès à l'électricité. Ça a été vite récupéré. On construit des centrales sans arrêt en Chine, et tous les Chinois ont accès à l'électricité. En RDC, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, 19% de la population n'a pas accès à l'électricité. Pardon, 19% a accès à l'électricité. 19% a accès à l'électricité. Au Burundi, 7%. Au Tchad, 8%. Et le champion toute catégorie, c'est le Soudan du Sud, 7% de la population a un accès à l'électricité. Que peut-on espérer dans un pays avec une telle situation? Ce n'est pas seulement le chiffre absolu qui compte, c'est également la qualité du réseau. Je ne sais plus qui l'a dit ce matin, c'est peut-être M. Loïc Le Floch-Prigent. Mais c'est dramatique, la qualité du réseau électrique en Afrique, dans les pays africains. Au Kenya, 65% des entreprises ont en moyenne
entre 4 et 14 interruptions de plus de 2 heures par semaine. C'est une réalité partout en Afrique. On peut être connecté au réseau, mais le réseau déclenche souvent, par manque d'électricité, par manque de gestion, etc. C'est la raison pour laquelle une des principales sources d'électricité en Afrique, c'est le diesel. Vous vous rendez compte de l'aberration? Ils ont des groupes diesel pour pouvoir pallier à leurs besoins d'électricité. Nous avons abandonné le diesel il y a 45 ans, grâce aux crises du pétrole. On s'est dit, oulala, quelle folie de brûler du diesel pour faire de l'électricité. Pour eux, c'est encore une réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie, c'est aussi nécessaire pour vivre, donc il faut manger. Et pour manger, il faut cuisiner. La situation est pire que pour l'électricité. En 2000, il y avait 600 millions d'Africains qui cuisinaient de manière rustique, comme cuisinaient nos ancêtres. En 2019, ce chiffre est passé à 900 millions. Le chiffre augmente d'année après année. Pourquoi? Parce que la population augmente. Donc il y a de plus en plus de gens qui doivent cuisiner, excusez-moi du mot, avec des bouses d'animaux séchés, ou bien du bois vert. De temps en temps, quand on est riche, du charbon de bois, c'est-à-dire la conséquence de la déforestation. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais en Ouganda, à Madagascar, 1% de la population cuisine de manière moderne. Et au Sud-Soudan, 0,1%. Autant dire qu'une grosse partie de la population africaine est obligée de cuisiner comme cuisinaient nos ancêtres. Mais quelle est la conséquence de tout cela? C'est qu'ils sont en plein milieu de la pollution, évidemment. Brûler de manière rustique de la biomasse, comme ça qu'on l'appelle de manière moderne, ça provoque des émissions, les mêmes qu'il y a dans le tube d'échappement des voitures diesel, ici à Paris, hein. Ce sont les mêmes produits. Ici, on les chasse, mais là-bas, ils les respirent. La conséquence, c'est maladie respiratoire et évidemment mortalité infantile, mais pas seulement. Donc, il faut trouver des solutions. Malheureusement, à cause de tout ce qu'on a déjà entendu en abondance aujourd'hui, et qui ne s'appelle plus, si j'ai bien compris ce matin, le problème de la corruption, mais parce que finalement, c'est vrai que la corruption a quand même apporté du bien-être. Nous avons une situation où personne ne fait les investissements nécessaires. Qui va aller investir en mettant des milliards dans les centrales électriques? Personne. On ne le fait pas. On ne le fait pas pour les raisons qu'on a déjà évoquées longuement toute la journée. On ne le fait pas parce que personne ne va aller prendre de risques, mettre des investissements énormes dans un pays qui, dans quelques mois ou quelques années, fera l'objet d'un coup d'État et un changement. On ne le fait pas parce qu'on risque de laisser ça en désuétude. Et je suis très pessimiste sur le développement de la réelle énergie en Afrique. Ce matin, quelqu'un a utilisé l'expression « ONGtisation ». Je n'avais jamais entendu ce terme, mais je l'ai noté. J'avais noté dans mon pense-bête que je devais parler des ONG. À partir du moment où il n'y a plus que les ONG qui parlent de production d'électricité en Afrique, de quoi vont-ils parler? De centrales qui coûtent des milliards? Ou bien des petits projets qu'on fait bénévolement en mettant un panneau photovoltaïque ici et là sur une hutte? C'est là le principal piège, à mon sens, de la situation énergétique en Afrique. L'ONGtisation. C'est magnifique de mettre un panneau solaire dans une école et de pouvoir avoir un minimum d'électricité dans une école. Bien sûr, il faut le faire. Mais est-ce qu'on veut que l'Afrique continue
avec une économie informelle, c'est-à-dire avec de l'énergie informelle, ou bien faut-il que l'énergie ne soit plus informelle et soit l'énergie réelle pour avoir une économie réelle? On a parlé tout à l'heure aussi, pas beaucoup, je trouve qu'on aurait dû en parler beaucoup plus, de l'urbanisation galopante qu'il y a en Afrique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure à propos du Nigeria. Ben oui, forcément, dans les villes, ce n'est pas avec des panneaux solaires qu'on va pouvoir réaliser la production d'électricité. Il va falloir, comme en Chine, créer des centrales électriques. Et lesquelles? Ben, il faut faire comme en Chine. Ce n'est pas politiquement correct, mais il faut viser les centrales thermiques, bien entendu. C'est là la solution. L'énergie la moins chère. Et quelle est l'énergie la moins chère? C'est le charbon. Il y a du charbon un peu partout en Afrique. Et si on ne prend pas le courage de dire, si l'Afrique doit se développer, elle a besoin d'électricité et il faut de l'énergie propre, abondante, bon marché, ben on restera toujours dans la même situation avec de l'électricité informelle. Et on cuisinera encore avec des bouses d'animaux. Je crois qu'on est à la croisée des chemins, là. Il faut quand même avoir le courage d'affronter le problème et de dire la réalité telle qu'elle est. Vous pensez que les Africains s'intéressent au changement climatique? Ils ont besoin d'énergie pour vivre. Entre parenthèses, j'ai entendu aujourd'hui 2 fois augmentation de 4 degrés. Je vous invite à relire les rapports du GIEC. Ce 4 degrés n'existe pas. Et le 3 degrés existe avec une probabilité infinitésimale. Si vous voulez parler du changement climatique, parlez de 2 degrés maximum et pas de plus. Et donc, nous sommes là à une situation qui me préoccupe en tant qu'humain. Moi, je n'ai aucune activité économique, mais je suis quand même très déçu de voir ce qu'il est en train de se passer là-bas. Il y a une autre solution qui est interdite en Europe, ce sont les barrages hydroélectriques. On a développé l'Europe, la France, l'Italie notamment, même l'Espagne, la Norvège, pays exceptionnel, grâce à l'hydroélectricité. On a fait des barrages et on récupère de l'énergie renouvelable. En même temps, on gère l'eau, parce qu'on a entendu tout à l'heure qu'il y a des problèmes de gestion d'eau. Ben oui, si tout pleut et tout s'en va à la rivière et à la mer, ben il n'y a plus d'eau. Si vous faites un barrage, vous récoltez l'eau. Plusieurs entités ont essayé de développer des grands barrages hydroélectriques en Afrique. Mais chaque fois, elles se sont heurtées à des ONG qui ne jurent que par les panneaux solaires. Le plus bel exemple, c'est le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, sur le Nil, avec des conséquences géopolitiques énormes entre l'Éthiopie et l'Égypte, parce qu'ils ne sont pas contents, les Égyptiens. Ils ont demandé de l'argent à la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a dit non, 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 ça c'est pas du développement durable, donc vous n'aurez pas d'argent. Ils ont levé une souscription avec tous les Éthiopiens du monde. Et puis M. Bill Gates a donné de l'argent avec sa fondation. Et ce barrage va apporter un développement gigantesque en Éthiopie. Il y a la même chose dans la région des Grands Lacs, entre le Nord Kivu et le Burundi et le Rwanda, avec la rivière Ruzizi. Mais là, de nouveau, on ne trouve pas l'argent parce que ce n'est pas du développement durable. Et puis, il y a le projet extraordinaire de Inga, au Congo, au Bas-Congo, le Grand Inga, qui pourrait produire 320 TWh, c'est-à-dire presque suffisamment pour tout le sud, tout ce qu'il y a au sud du Congo. Mais là aussi, on ne trouve pas les financements parce que ce ne serait pas du développement durable. Donc, vous voyez que nous sommes loin de donner une image positive. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a aussi une solution qui va émerger en Chine, aux États-Unis, et qui sera appliquée sans faute, je crois,
en Afrique, ce sont les petits réacteurs nucléaires, les SMR, qui, par petite taille, 7 ou 8 fois moins qu'un EPR comme à Flamanville, vont pouvoir être répartis dans le pays, décentralisés. On en parlait de décentralisation aujourd'hui, c'était important. Et donc, justement, apporter une solution. Mais ça, c'est pour le plus long terme. Pour le court terme, si on veut développer l'Afrique, il faut faire comme les Chinois. Et je termine en vous posant une question. Je vais vous citer une phrase et je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pour voir qui a pu dire cette phrase. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Robert Schuman, 9 mai 1950.